messieurs, bonsoir. Comme premier invité ce soir, j'ai le plaisir d'avoir un chroniqueur que je suis content de recevoir, même si ça ne fait pas longtemps qu'on l'a reçu, parce que ça bouge beaucoup en Catalogne. Alors là, vous avez compris que c'est Vincent Blais que j'ai avec moi. Vincent, bonsoir. Bonsoir, Pierre. C'est le cas de le dire. Oui. Ça bouge pas à peu près, là. Oui, beaucoup. OK, on fait un petit rappel depuis que tu es venu la dernière fois, là. Et puis, je pense qu'on peut remonter au début d'octobre. Effectivement. Comme tout le monde le sait, il y a eu le référendum du 1er octobre, avec toute la violence, puis surtout le fait que Madrid refusait de reconnaître les résultats. Puis, quand on s'était quitté, il y avait eu, le 10 octobre, une déclaration d'indépendance faite par le président catalan, M. Puigdemont, qui avait été tout de suite suspendu parce que lui, il espérait encore négocier avec Madrid. Et il s'est fait recevoir avec... Une brique pas fanale. Oui, je ne voulais pas le dire, là, mais oui, effectivement. Et donc, Madrid a appliqué ce qu'on appelle l'article 155. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'avais parlé la dernière fois, ça. Parce qu'on ne savait pas à ce moment-là, quand on l'avait fait. On était encore en attente de la réponse de Madrid, puis la réaction de la Catalogne. Bref, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça suspend le Parlement et le gouvernement catalan. OK? Parce que, si je comprends bien, d'après ce que tu avais expliqué l'autre jour, l'article 155, là, ça dit... Tu n'as pas le droit de te séparer, c'est illégal, c'est criminel, enfin. Et surtout, l'article 155, c'est que ça donne le pouvoir au gouvernement central de Madrid de prendre le contrôle des régions autonomes. OK? Comme l'Andalousie. C'est ça, c'est vraiment... Ou encore... les Pays Basques. Oui, c'est ça. C'est vraiment les différentes régions. Là. Une mise sous tutelle. C'est vraiment ça qui se produit. C'est une mise sous tutelle du gouvernement espagnol qui contrôle la région de Catalogne. Ça a été fait le 21 octobre par le Parlement espagnol, qui compte 2 chambres. Donc, une chambre basse, donc une chambre de députés. Puis, ensuite, il fallait que ça soit ratifié par le Sénat le 28 octobre. Et c'est une formalité parce que le Sénat est du même parti que le premier ministre, puis ça allait se faire. Sauf que ça explique pourquoi, si les gens se rappellent bien, le 27 octobre, le gouvernement catalan, tout de suite, est allé voter. Les députés se sont présentés pour voter la déclaration d'indépendance officielle, OK? Avant que les sénateurs... Avant que, oui, effectivement, cette suspension-là soit en cours, soit légale, soit officielle. OK. Et ça a été, 70 voix en faveur sur les 135 députés. OK? Puis il faut comprendre que l'opposition s'était retirée parce qu'elle ne reconnaissait pas ce vote-là. Puis en plus, il se sentait bousculé parce que ça a été fait à toute vitesse, ça faut dire. Et ce qu'on se rappelle aussi, c'est que tout à coup, on a vu M. Puigdemont, le président, apparaître en Belgique. Donc, il allait là plaider sa cause à Bruxelles. Donc, il faut comprendre que l'Espagne fait partie de l'Union européenne, puis la capitale de l'Union européenne, qui regroupe la France, l'Allemagne, etc., etc. C'est à Bruxelles. C'est ça, 26 pays, 27 en fait, c'est à Bruxelles. Donc, il est allé là. Mais il est allé de façon un peu spéciale parce qu'il ne voulait pas attirer l'attention des autorités espagnoles. Donc, il n'est pas parti directement. Il n'a pas quitté de l'Espagne pour se rendre à Bruxelles. Il est passé par la France, par Marseille. Il s'est rendu en automobile, c'était quand même assez proche. Oui. Et ensuite, il a pris un vol pour Bruxelles pour ne pas alerter tout de suite les autorités espagnoles parce qu'il aurait pu y avoir un mandat d'arrestation émis contre lui. Autrement dit, s'il avait pris l'avion sur Directement le à territoire Barcelone, espagnol, il aurait pu se faire arrêter. C'est ça. OK. En présentant son passeport, oui, les autorités espagnoles auraient pu dire non, toi tu restes ici. Alors que là, en partant, je ne sais pas, de Barcelone, on monte vers le nord, puis on arrive en France assez rapidement. C'est ça. En quelques heures, il était rendu. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi il y a un mandat d'arrestation, OK, espagnol, qui a été mis contre lui, puis les quatre ministres qui l'avaient suivi. Qui l'accompagnent. Qui l'accompagnent. Et M. Puigdemont et les autres Catalans se sont pliés à cette demande-là, se sont présentés dans un commissariat de la capitale belge. Et contrairement à ce qui s'est passé en Espagne, eux, ils ont été libérés après quelques heures, sous promesse, bien entendu, de ne pas quitter le territoire belge, enfin, quelques conditions, mais rien de très contraignant. En contrepartie, OK, il y a d'autres ministres du gouvernement catalan qui ont décidé de rester en Espagne. Eux, par contre, ça ne s'est pas passé aussi bien. En Espagne, ils ont été arrêtés et depuis ce temps-là, ils sont en prison, sont accusés de rébellion, de sédition. Puis ils en vertu du fameux article 155. Oui, et pour avoir organisé le fameux référendum interdit. Et ils encourent une peine de prison de 30 ans
le président. On rit plus, OK, là. 30 ans. Et en quelques jours après, on est rendu comme autour du 9 novembre, oui. La présidente du Parlement catalan, elle aussi a été arrêtée pour les mêmes raisons, pour sédition, pour rébellion. On a exigé d'elle une caution quand même assez élevée, là, c'est 150 000 €, c'est plus de 220 000 $ canadiens, Oui. OK, pour la libérer, puis aussi pour d'autres députés également, mais à qui on a demandé 6 fois moins. Donc, allez comprendre, là, c'est vraiment, on a mis allez comprendre. On a mis une pression énorme sur ces gens-là. Donc, on veut vraiment essayer de tuer le mouvement indépendantiste, ça c'est clair. Et ce qui s'en vient, là, il y a deux choses. Il y a le gouvernement espagnol, en prenant le contrôle de la Catalogne, OK, en mettant la Catalogne sous tutelle, a décidé qu'il y aurait des élections anticipées le 21 décembre. Donc, on brasse les cartes. Ça s'en vient, là. Oui, on brasse les cartes, puis on distribue, là, on va avoir un nouveau Parlement, bon. Oui, mais à la mi-novembre, là, il y a presque 1 million de Catalans qui sont manifestés. 750 000 le 12 novembre. 750 000 qui sont sortis dans la rue pour demander justement liberté aux prisonniers politiques, ce sont les termes qu'ils utilisaient, OK. puis le respect du vote de la Catalogne. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au moment d'enregistrer, bon, on va le savoir le lendemain, vous me direz mais la procédure d'extradition des Catalans qui sont en Belgique. En Belgique. Donc, le président puis 4 ministres. 4 ministres, ça va se décider donc le 17 novembre, OK? La procédure pourrait durer jusqu'à 90 jours, OK? Donc, bien au-delà de la date des élections du 21 décembre. 21, ben oui. Mais il faut s'attendre, OK? Pas besoin d'une boule de cristal pour se douter que les Belges vont vouloir agir rapidement, OK? Pour conclure cette procédure-là. Pourquoi? Bien, parce que même en Belgique, OK? La Belgique est... En Belgique, il y a deux peuples. Il y a deux peuples. Les Flamands puis les Wallons. Les Wallons francophones. Les Wallons qui parlent français, puis les Flamands qui parlent néerlandais. C'est ça. Et les Néerlandais, il y en a plusieurs qui veulent aussi l'indépendance. Donc, ils sont très favorables aux Catalans. Pour eux autres, c'est... Donc, ils les soutiennent, puis ils aimeraient donc que ça se passe aussi comme ça chez eux. Donc, les Belges vont vouloir retourner les Catalans rapidement chez eux, mais les Catalans ont quand même le droit de faire appel si jamais on décide de les extrader, ils peuvent faire appel. Et ça peut encore, malgré tout, s'étirer encore assez longtemps. Okay. Ils ont même fait appel, en passant, à un avocat qui avait défendu la cause de certains terroristes espagnols qui s'étaient réfugiés en Belgique. Et puis, qui avait fait en sorte de les protéger de la justice espagnole pendant un certain temps. Donc, il a fait appel au même avocat belge. Là. OK. Qui a l'expérience. Oh, qui a l'expérience. Donc, là, ce qu'on sait pour l'instant, OK, les conséquences sont quand même assez importantes. Au niveau de l'économie, pour la Catalogne, c'est 2400 entreprises qui ont quitté le sol catalan, OK, qui ont il y a des banques dans ça. Hein? On voyait ça passer à un moment donné. Très grosse entreprise. Là, OK. Donc, il ne faut pas penser que ils ont fermé boutique puis ils sont partis, mais s'ils avaient leur siège social, ils l'ont déménagé pour des raisons fiscales, parce qu'ils veulent rester dans la zone euro, tout ça. Il y a aussi le tourisme qui a baissé de 15 % à Barcelone. C'est une ville qui est très, très populaire. C'est très touristique. C'est pas juste en Espagne, mais c'est comment je vais dire, un lieu, une ville qui attire du monde partout dans le monde. Là. Et avec raison, hein, parce que c'est une ville extraordinaire à visiter. Ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que, bon, il va y avoir des élections le 21 décembre. Puigdemont, le Catalan, a déjà dit qu'il reconnaîtrait les résultats. Est-ce que Madrid va en faire de même si les résultats ne lui sont pas favorables? On ne le sait pas, parce qu'il pourra encore décider de dire... Oui, mais là, c'est eux autres qui ont... Oui, bien, c'est ça. Normalement, on suppose que oui, mais allez donc savoir. Parce qu'il faut dire que le premier ministre de l'Espagne, le M. Rajoy... Oui. Il y a la ligne dure, puis pas à peu près. Hein? Oui. Les gens doivent comprendre que pourquoi c'est comme ça, c'est que l'Espagne, c'est vraiment constitué de 17 communautés autonomes. Le mot autonome est important, OK? Oui, OK. C'est un pays très décentralisé. Donc, ce qu'il va donner aux Catalans, d'autres vont l'exiger. Il n'y a pas juste les Catalans qui ont déjà voulu être indépendants. Il y a les Basques, il y a d'autres... La Galice. Oui, c'est ça, donc dans le nord-ouest. Il y a des régions quand même qui aspirent à avoir un peu plus d'autonomie, sans dire qu'ils veulent devenir indépendants, mais ils veulent quand même en avoir plus, OK? Ne serait-ce aussi que pour des raisons fiscales, parce que les Catalans voulaient un allègement fiscal. C'est clair que s'ils veulent payer moins d'impôts, les autres aussi vont vouloir. Donc, Rajoy, lui,
c'est le statu quo, on ne change rien, puis ils se basent sur la loi, sur la Constitution pour dire, voilà, on a respecté la loi, les autres sont dehors de la loi, ils n'avaient pas le droit de faire le référendum, et on se maintient à cette position-là. Mais Rajoy n'est pas blanc comme neige. Son parti, il y a beaucoup d'accusations pour des cas de corruption. Okay? Il y a aussi le fait qu'il est minoritaire. Donc, qu'est-ce qui nous dit que d'ici le 21 décembre ou après, il ne pourrait pas y avoir Un retournement. des retournements de situation, Ouais. des changements d'alliance. OK? Ça, on ne le sait pas non plus. OK? Mais c'est clair qu'on n'a pas fini d'en entendre parler parce que les Catalans, ils mettent la pression pour vraiment faire comprendre qu'ils sont toujours là, que leur volonté d'indépendance est toujours là. Puis il y a le fait aussi que dans la population n'a jamais été aussi divisée. C'est presque 50-50. Donc, qu'est-ce que ça va donner au niveau des résultats si jamais on réélit le 21 décembre un gouvernement catalan majoritaire? On peut s'attendre encore. C'est clair C'est clair que ça va jouer du coude encore, ça c'est clair. Et il faut dire aussi que la communauté économique européenne, ou en tout cas l'Union européenne, ils ne sont pas nécessairement très, très chauds à aider les Catalans. Ça, c'est clair aussi parce que il y a d'autres... Bon, on parlait de la Belgique, c'est un plus bel exemple, OK? Il y a d'autres peuples en Union européenne qui ont des demandes qui exigent une reconnaissance de leurs droits, qu'ils soient reconnus comme peuple. Alors, regardons juste en France, là, un pays qu'on connaît bien, nous, les Québécois, là. Puis les Corses, ils doivent regarder ça avec un œil attentif. Eux autres, effectivement. Ils sont sur une île en plus, là. Ils ont un territoire protégé par l'eau. Et ils ont des pensées aussi de devenir un pays, eux autres. Effectivement. Donc, c'est quelque chose. Puis l'Angleterre, même si maintenant ils vont se retirer de l'Union européenne, l'Écosse, c'est clair. Donc, ça peut faire en sorte... ça peut être l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Okay? Et là, sur le territoire européen? Européen, oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, on va dire, d'hypocrisie là-dessus, qu'on dit, oui, on s'en mêle pas. On s'en mêle pas. Puis les Espagnols, oui, vous avez été dur, OK, oui, c'était pas une bonne idée, les matraques et tout ça. Ouais. Mais bon, vous êtes souverain, vous faites ce que vous voulez. Alors, le temps de l'émission est terminé, Vincent. Je te remercie beaucoup. Et j'espère qu'on va se revoir assez tôt au début de l'année 2018 pour faire le point. Très bien, ça me fait plaisir. Vous, chers amis, je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la directrice de l'organisme qui s'appelle « Se parler d'homme à homme ». J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marie-Claude Gagné. Bonsoir, Marie-Claude. Allô, Pierre. Rappelle-nous, c'est quoi ça, cet organisme-là qui s'appelle « Se parler d'homme à homme ». C'est beaucoup de choses. Dans le fond, on va offrir des services aux hommes qui ont des comportements de violence ou en prévention de la violence. C'est quoi la prévention de la violence? C'est quand une personne, exemple dans des conflits familiaux, peut exercer la violence, mais ce n'est pas exclusif. Il peut avoir d'autres moyens. Fait qu'il peut se présenter à notre organisme, on efface du tableau la violence, puis on trouve d'autres moyens pour justement, exactement, de régler les conflits. Quand tu parles de violence, tu ne parles pas juste de violence physique. Là. Il y a violence qu'on appelle psychologique. Là. Psychologique, puis des fois, c'est pire. Hein? Économique, sexuelle, il y a toutes sortes de formes, exactement, et toutes leurs nuances également. Souvent, on est auteur nous-mêmes de violence, mais quand on va avoir vraiment un problème, c'est que ça va être récurrent. Puis les conséquences, là, on peut très bien les sentir à la fois sur l'auteur de la violence, mais sur les victimes. D'homme à homme, ça existe depuis combien d'années dans la région? Ça fait une bonne vingtaine d'années, si ce n'est pas plus. Hein? 1987. Ah, mais ça fait 30? Et voilà! Vrai, oui, c'est vrai. 30 ans d'existence. Je t'avais déjà reçu pour le 30 ans. Là ça vient de... de recliquer. Oui. Donc, moi, des fois, je dis, malheureusement, cet organisme-là existe. Oui. Malheureusement, parce qu'on a un besoin à combler. Et le besoin, c'est de contrer la violence des hommes vis-à-vis des femmes. C'est malheureux. Mais ça existe. Puis j'aimerais même... Oui, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Là. Non, puis elle n'est pas nécessairement sous différentes formes. L'auteur, des fois, ça peut être une femme. On sait que la majorité, c'est des hommes, mais il y a également des femmes,
Des fois, c'est pas juste unidirectionnel, ça peut être les deux parties qui vont exercer de la violence. Il y a un grand souci aussi de l'exposition des enfants à la violence conjugale, qu'on sait que ça a un grand impact sur leur développement, puis sur leur sécurité aussi. Fait qu'il y a tout un travail à faire, et aussi en prévention, que malheureusement, on n'a pas nécessairement les sous et le temps de le faire suffisamment pour aller voir les jeunes puis leur parler, justement, de gestion de l'agressivité avant que ça devienne un comportement acquis. Au cours des dernières semaines, du dernier mois, là, au Québec, les colonnes du Temple ont été ébranlées en révélant certains comportements inacceptables de personnes qui ont des pouvoirs dans les mains. Puis c'est de la violence aussi, ça. Exactement. Alors, est-ce que vous autres, il y a eu une recrudescence depuis ce temps-là de demandes ou de besoins exprimés? Pour ce qui est de l'auteur de la violence, pour l'instant, nous, on n'a pas remarqué de différence. Toutefois, je sais qu'en tant que victime, je sais qu'il y a eu plus de dénonciations, Oui. soit au CAVAC ou probablement dans les ressources d'hébergement là, suite à ça. Mais pour nous, pour ce qui est de l'auteur, on n'a pas eu de différence. Puis il faut dire que c'est pas évident non plus pour un auteur, surtout quand il est homme, de voir qu'il y a un problème, d'aller chercher de l'aide. Souvent, on lui demande tout ce qui est contraire d'un homme en société. Se montrer vulnérable, montrer ses émotions, demander de l'aide, être coopératif. C'est difficile de venir s'asseoir sur notre chaise. Oui. Tu me disais tout à l'heure, quand on préparait l'émission, « Hey, j'ai une belle nouvelle. On a eu une subvention de 10 000 » Explique-moi d'où elle vient, puis qu'est-ce que c'est les conséquences heureuses de ce 10 000 $-là? Ça fait des années que notre regroupement à Cœur d'Homme, puis d'autres regroupements qui viennent en aide aux hommes, font des approches au niveau du gouvernement pour avoir plus de sous, pour aider les hommes en général. Puis nous, en violence conjugale, à dire qu'il faut pérenniser nos services parce que plus ça va, avec le coût d'indexation, nous, on n'était pas augmentés. Ouais. Fait que les services, ils déclinaient. Donc, suite à ces pressions-là, ces recommandations-là, il y a un plan qui est sorti jusqu'en 2022, Santé et bien-être des hommes, qui nous donne une subvention pour nous dans la région à Domahomme de 10 000 $ pour faciliter l'accès aux services aux hommes chez nous. Fait que concrètement, ça va nous permettre d'avoir une adjointe administrative, étant donné qu'il y a moi et Jean-Philippe, l'intervenant, qui faisons de l'intervention. Donc, vous êtes deux actuellement. Donc, je dois OK. m'occuper de tout ce qui est poutine en dehors de ça. Fait que en ayant l'adjointe, je me libère à l'intervention. Puis, je vais avoir un intervenant aussi à temps partiel qui va s'assurer que de soir, souvent les hommes travaillent, puis c'est difficile de se libérer de jour, puissent avoir accès aux services aussi. Donc, ça va te donner une personne et demie de plus, là. Ah, ça va tellement faire du bien, tellement faire la différence, Oui. Pierre, tout à Ouais. fait. Mais c'est quoi votre budget global, là? Là, on vient de parler d'un 10 000 $, mais est-ce que c'est un 10 000 $ récurrent, premièrement? Puis, Bien, pour l'instant, c'est pas confirmé comme étant récurrent. C'est qu'on a un 10 000 $ jusqu'au 31 mars. En février, on doit rendre des comptes par rapport à ça. On suppose qu'il va se transformer dans notre mission globale, ce qu'on reçoit déjà du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et là, j'imagine qu'on va pouvoir débattre nos besoins par rapport à ces incidences-là en violence conjugale pour avoir les sous selon nos besoins réels. ouais. C'est une opportunité qu'on espère avoir puis qu'on travaille très fort avec le regroupement de la TROCA. Ce que tu viens de dire que les budgets n'augmentent pas. Donc, quand ça n'augmente pas, ça régresse. Ça ne peut Exactement. pas faire autrement. Puis, vous n'êtes pas le seul organisme communautaire ou à caractère social, là. Tous les organismes, on est poignés comme ça, malheureusement. C'est le nerf de la guerre. Donc, ce 10 000 $ vient, c'est une bouée là, de fraîcheur. Un vent, un oxygène aux poumons, Ouais, ça, c'est bon. certain. Mais d'où vient la majorité de votre aide financière, vous autres, à Domahomme? Dans le fond, c'est le PSOC. C'est un programme de soutien aux organismes communautaires qui vient de la santé et services sociaux. Donc, on est à la hauteur environ de 150 000, si j'arrondis par année. Oui. Sinon, on est aussi financé par le ministère de la Sécurité publique, étant donné qu'on reçoit des gens judiciarisés Ah oui. qui nous demandent souvent plus de rencontres en individuel qu'une personne volontaire. Fait qu'ils s'engagent à débourser là, 3 500 $ par année pour ce temps-là supplémentaire qui est mis dans leur dossier. Sinon, c'est plus par les dons
ou des projets là, qu'on peut aller chercher des sous. Là. OK. Puis c'est quoi votre budget à peu près? Il est de l'ordre de combien, là? Bien, avant le 10 000, on flottait autour de 160 000 $165 000 Ça, c'est avec le 10 000, là, vous n'êtes même pas à ce montant-là. Tu parles de dons. Est-ce que effectivement dans la région, d'homme à homme, va chercher des dons? Les dons qu'on a pour l'instant, c'est non volontaire. C'est le bureau des infractions, donc des gens qui ont commis un délit, souvent qui est voie de fait ou violence conjugale, qui sont condamnés à verser une somme, qui nous sont remis. On est un des personnes à qui ils peuvent verser cet argent-là. Sinon, c'est pas très glamour donner des sous en violence conjugale, surtout pour les auteurs de violence. Ah oui. Donc, autrement dit, il y a des juges qui reconnaissent l'utilité de votre travail, puis ils vont dire à quelqu'un, je te condamne à verser 2 000 à d'homme à homme, quelque chose du genre? Exactement. Étant donné qu'on est financé aussi par la santé, la sécurité publique, Oui. pardon, on a une collaboration qui est faite ensemble dans les suivis, surtout avec les agents de probation lorsque le client il veut bien. Donc, ils reconnaissent ce travail-là et ils savent qu'on est sous-financé comme tous les organismes communautaires. Donc, c'est une manière pour eux de nous aider. Ah bon. Puis, et tu dis que, mais des dons là, qui viennent généreusement, là, je dirais gratuitement, d'homme à homme, ça fait peur. C'est très rare. En fait, je pense qu'on a un travail à faire socialement, à voir comment on peut investir dans un auteur de violence pour cesser la violence puis avoir une société plus égalitaire. Ils font partie de la solution, sauf que les comportements, ce qu'ils font est criminel. Donc, des fois, ça peut amener des conflits de valeurs, mais quand même, je pense qu'on a un bout d'éducation à faire pour voir vraiment, là, si on investit sur eux, bien, c'est des victimes qui ne se feront plus, qui se multiplieront plus, puis c'est des gens aussi qui sont en souffrance. C'est un plus. Oui, puis c'est des gens qui souffrent aussi. C'est intolérable d'utiliser la violence, mais c'est l'expression d'une souffrance. Fait que c'est sûr que si jamais on investit sur eux, bien, quelqu'un d'heureux n'utilise pas la violence. Oui. On disait que ça fait 30 ans, là, depuis 1987. Ça prouve malheureusement la nécessité de ce programme-là. Actuellement, est-ce qu'on doit utiliser l'expression client ou vous avez combien de personnes? Nous, on préfère usager des services. Bon, des usagers. Exactement. Bon, L'année passée, de mémoire, là, il me semble que c'est autour de 90 personnes là, différentes qui ont eu les services à d'homme à homme. On avait environ 400 rencontres individuelles, puis peut-être environ une quinzaine de groupes. 90 usagers, c'est presque 100, ça, là. Oui. Ben, ça me fait penser un petit peu, à un moment donné, quand il y a eu l'apparition, la création, la formation de la maison d'hébergement, la JT. Des gens disaient, ben voyons, il n'y a pas de violence dans la région. Cette maison-là est toujours occupée, malheureusement. Tout à fait. C'est un problème qui est Donc, réel. vous travaillez, vous autres, là, vous devez être en étroite collaboration, la JT et vous autres, là, l'un ne va pas sans l'autre. On travaille sur la même vision, une société égalitaire sans violence. Oui. Fait qu'on a la même vision. Nos missions, nos objets diffèrent, mais effectivement, surtout dans la table de violence conjugale, on s'assure là, que la communauté, on répond bien à leurs besoins, soit par l'éducation, de la prévention. Puis sous peu, on espère mettre un comité qui va s'assurer de la sécurité au niveau de l'homicide conjugal. Qui va être peut-être bientôt, là, qui va être présenté à des partenaires. Je ne veux pas trop m'avancer parce que c'est pas à jour en ce moment, mais on est en train de travailler justement pour bien répondre puis informer la population pour qu'est-ce que c'est la violence, pour l'amener à la dénoncer surtout. Donc là, avec votre subvention de 10 000 $, ça va te permettre d'engager une personne et demie. Une personne et demie. Là, vous allez faire ça là, dans les prochaines semaines, là? Oui, j'ai les offres d'emploi qui à moitié postées à l'heure que je te parle et demain, ça va être complété. Bon, OK. Fait que d'ici, là, le congé des fêtes, là, je devrais avoir une adjointe administrative puis un intervenant à temps partiel. Donc, ça veut dire janvier, février, mars. Exactement. Ils vont être en opération en fonction avec vous autres. Exactement. Ben mon Dieu, Marie-Claude, je te souhaite d'obtenir d'autres heureuses réponses comme ça, et tous les organismes communautaires aussi. Tout à fait, on a une pensée pour eux aussi. Hein? Ben, merci beaucoup, Marie-Claude. Merci, Pierre. Je vous invite à nous revenir
la semaine prochaine.